Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Stendhal écrivait « À vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque ». L'époque en politique est au changement de nom des partis. Bientôt, le Front National, qui a traversé les époques, aura peut-être disparu. Changement de nom, mais une constante. Il restera dirigé par un membre de la famille Le Pen. Il y a 10 mois, Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Aujourd'hui, elle veut relancer son mouvement. Comment, avec qui? Quelle opposition veut-elle être? Marine Le Pen, députée et présidente de l'Encore Front National, est notre invitée. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commencer par l'image de la semaine, qui est l'attaque de l'ambassade de France à Ouagadougou. La France était clairement visée pour son engagement au Sahel. Ça a été revendiqué par un groupe djihadiste. Faut-il, du coup, renforcer la présence de la France au Sahel? En tout cas, il ne faut surtout pas la diminuer, parce qu'il se joue là-bas probablement l'avenir de la sécurité de notre pays. Ce que je trouve très critiquable, c'est que, en réalité, la France, par l'investissement qu'elle fait au Sahel, on a perdu 22 soldats quand même, depuis l'opération Barkhane et avant l'opération Serval, est très seule. Et notamment sur le plan financier. Elle n'a aucun soutien financier. Je me pose la question de savoir pourquoi l'Union européenne, qui bénéficie en quelque sorte de ce que nous faisons là-bas contre les groupes armés terroristes avec les armées du G5... Oui, enfin, c'est quand même très très long comme discussion. Parce que l'Union européenne, avec notre argent d'ailleurs, devrait évidemment, plutôt que de financer l'immigration clandestine, nous aider précisément à lutter contre les groupes armés terroristes et aussi préparer l'avenir, car il faut bien voir qu'au Sahel se joue aussi l'avenir de ce grand défi migratoire face auquel nous allons être confrontés. Ce même groupe djihadiste, en tout cas, qui a revendiqué aussi la vidéo concernant Sophie Petronin, otage française depuis 2016, vidéo qui a été publiée aussi en fin de semaine. La France dit il ne faut pas céder au chantage. Est-ce qu'il faut garder cette position ferme ? Oui, il faut garder cette position ferme, mais il faut aussi garder une position cohérente. Et par exemple, en Syrie, on se pose toujours la question de savoir auprès de quels rebelles modérés la France intervient. C'est qui? Quel groupe? Quels sont les noms des dirigeants de ces groupes rebelles? Car moi, je me souviens de l'époque où M. Fabius expliquait qu'Al-Nosra étaient des gens très bien. En réalité, on a aidé à cette époque-là des groupements fondamentalistes, islamistes, terroristes. Est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre en Syrie les mêmes erreurs? Et donc moi, je souhaite, comme député, qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dise précisément quels sont les groupes rebelles et quels sont les chefs de ces groupes rebelles avec lesquels nous sommes en contact ou que nous aidons sur le terrain. Alors, les vidéos qu'utilisent les djihadistes pour revendiquer soit les prises d'otages, soit leurs actions, ça m'amène au tweet que vous aviez posté pour dénoncer les exactions de l'État islamique et vous avez été mis en examen pour ça. Vous critiquez cette décision, mais au fond de vous-même, est-ce que vous ne la regrettez pas? Est-ce que vous le referiez? Non, mais on marche sur la tête. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis député, leader d'un grand parti politique français et que je suis mise en examen pour avoir dénoncé les exactions de Daesh. Au moment où le logeur de Daesh, lui, peut aller sur les réseaux sociaux se réjouir d'avoir été relaxé. Est-ce qu'à un moment donné, on ne marche pas sur la tête? Je peux vous dire que les pays étrangers qui ont vu cette mise en examen ont les bras qui leur en tombent. Vous parlez de qui quand vous dites les pays étrangers? Moi, je pense à des articles de pays étrangers, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, où on s'étonne qu'une dirigeante politique puisse être mise en examen parce qu'elle dénonce Daesh. C'est sensible quand même, ces photos-là. Même, ça peut tomber sous les yeux de n'importe qui, même des enfants. Mais c'est vous, journaliste, qui me dites ça à moi? Non, mais des enfants peuvent tomber dessus. Vous? Alors, mais qui a publié? Mais pardon, qui a publié la photo de ce petit garçon mort, échoué sur une plage? Et ça ne pouvait pas tomber devant les yeux d'enfants? Vous ne regrettez pas, en tout cas? Qui diffuse les images de ce qui se passe à la Ghouta? Et plus c'est sanglant, et plus les journalistes sont contents. Vous dites qu'il ne faudrait pas diffuser les images de Syrie. Alors, je vais vous dire pas diffuser les images de Syrie? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la dénonciation des fondamentalistes islamistes nécessite de montrer ce qu'ils font. Et nous ne devons pas avoir peur de montrer ce qu'ils font. Ça contribue à la dénonciation. Marine Le Pen, vous ne regrettez pas? Que moi je sois mise en examen pour cela, je pense que l'ensemble des Français considèrent cela comme scandaleux. Et je vais même vous dire, je vais plus loin,
C'est une vraie inversion des valeurs. Alors moi, cette mise en examen, eh bien, je la porterai au revers de ma veste comme une médaille de résistance contre Daesh. Juste une chose, vous ne regrettez pas et vous le referiez si vous aviez à le refaire. Mais parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle politique. Vous ne regrettez pas, vous ne m'avez pas répondu. Vous ne regrettez pas. Bien sûr que je ne le regrette pas, car c'est mon rôle politique. Votre rôle de journaliste, c'est de montrer ce qui se passe dans le monde. Et moi, mon rôle de politique, c'est de dénoncer les actes de nos ennemis. Chacun son rôle. Alors, on va retomber à cette semaine qui a été marquée par l'épisode de froid. Les syndicats de la SNCF qui mettent la pression sur le gouvernement. On va en reparler. Quelle semaine ? L'autoroute A9 est encore hostile à quiconque ose l'emprunter. De nombreux automobilistes s'y retrouvent coincés. J'ai pas eu le temps d'écouter la radio, je suis désolé, mais c'est à eux à faire le boulot, à laisser les barrières fermées pour pas que les gens s'engagent sur les autoroutes. Non ? Il les a protégés du froid. Le maire de cette commune normande a ouvert en urgence hier soir ce gymnase pour une vingtaine de migrants. Moi, je me rappelle quand même des paroles d'Emmanuel Macron qui a dit personne ne doit dormir dans la rue, quoi. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont cet âge-là. Je trouve ça scandaleux qu'on puisse les laisser dehors comme ça. Minnie et Mickey peuvent remercier le patron de Disney. Robert Iger a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée pour annoncer un investissement record de 2 milliards d'euros. Le studio le plus puissant du monde va mettre en avant ses nouveaux héros. Des salariés abasourdis. Leur usine et ses 1000 emplois sont désormais menacés. Le groupe américain Ford, propriétaire du site, a décidé de ne plus investir. On perd notre emploi, quoi. Donc, et du boulot en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Depuis plusieurs jours, les syndicats de cheminots menacent de bloquer le rail français et les millions de voyageurs transportés chaque jour. Une grève pourrait bien être lancée, mais elle ne sera pas décidée avant mi-mars. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation. S'il s'acharne dans sa méthode à ne pas vouloir ouvrir de véritables négociations, nous irons vers le dépôt d'un préavis de grève et appeler les cheminots à l'action. Plus de bénéficiaires aux allocations chômage, avec d'abord de nouveaux droits pour les démissionnaires. Commerçants indépendants, artisans, l'allocation chômage leur sera versée pendant 6 mois en cas de liquidation judiciaire. L'indemnité chômage vise également à accompagner les agriculteurs. Si il arrive vraiment quelque chose de difficile, on est aidé à passer le pas les 6 premiers mois. On va revenir sur la SNCF, c'est le dossier du moment. Vous avez vu, les syndicats pour l'instant disent on va attendre avant de faire grève, on va discuter avec le gouvernement. C'est plutôt de bonne loi, vous trouvez que c'est plutôt bien, plutôt que de bloquer la France comme on pourrait l'imaginer ? Le problème, c'est que moi, je n'ai plus aucune confiance dans les centrales syndicales, quelles qu'elles soient, parce que j'ai vu depuis des années qu'en réalité, elles sont là pour canaliser la colère légitime des salariés, pour pouvoir mieux l'étouffer le moment venu, après avoir négocié avec le gouvernement. Je ne sais quel avantage. Vous mettez tous les syndicats dans le même sac ? Je ne sais quel avantage. Oui, à peu près. Enfin, de la FNSEA à la CGT, en passant. Les centrales syndicales sont manifestement entre les mains des responsables politiques. Mais allons au fond de ce dossier. Le fond de ce dossier, c'est la privatisation programmée de la SNCF. Voilà. Que vous ne souhaitez pas. C'est ça l'objectif. Vous ne souhaitez pas la privatisation de la SNCF ? Mais bien sûr que non, je ne la souhaite pas. Et par exemple, sur les lignes régionales, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait des sociétés privées qui aillent sur les lignes régionales ? Non mais écoutez, arrêtez de dire, est-ce que vous serez d'accord ? Ça a été imposé par l'Union européenne. Ce sera ouvert dès 2019. Voilà, la mise en concurrence des lignes pour le transport du public, des passagers, c'est de toute façon, ça nous a été imposé par l'Union européenne. C'est un vaste plan de démantèlement des services publics à la française. Bien sûr que ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il y aura une mise en concurrence, que fera la SNCF, en réalité, il y a un certain nombre de lignes étaient rentables, un certain nombre n'étaient pas rentables. Et elle compensait les deux. À partir du moment où il va y avoir une mise en concurrence sur les lignes rentables, alors elle fermera les petites lignes. C'est ce qui va se passer. Bon, et on l'a vu d'ailleurs en Grande-Bretagne, où ils ont privatisé le rail, et quelques années après, ils se sont rendus compte que non seulement c'était un foutoir généralisé, mais qu'en plus les prix des billets avaient augmenté de 30%. Sur le statut des cheminots, parce que ça fait partie des sujets que les syndicats évoquent, vous dites, bon, on peut après tout mettre sur la table le statut des cheminots. Est-ce que vous considérez, vous, que les cheminots sont des privilégiés ? Non, je pense qu'il y a un certain nombre de primes dont ils bénéficient ou d'avantages qui sont peut-être obsolètes, mais enfin, encore une fois, pas plus que les vôtres. 7 650 € d'abattement fiscal pour les journalistes, on se demande si ça n'est pas aussi obsolète. Vous voudriez le supprimer ? Ah bah écoutez, si on commence à supprimer tous les bénéfices obsolètes de statuts qui souvent ont quelques décennies,
pourquoi pas? Alors, est-ce que les cheminots sont des privilégiés? Ce que je veux dire, c'est que je pense que les cheminots sont pas ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est le statut des cheminots qui entraîne la situation d'endettement de la SNCF aujourd'hui? La réponse est non. Alors, vous savez que les efforts de productivité effectués au sein de la SNCF, d'ailleurs, le démontrent. Donc, je pense que c'est un peu facile. On peut, encore une fois, discuter sur ce statut, mais il ne faut pas croire que c'est la modification de ce statut qui permettra de sortir de l'endettement de la SNCF. Un mot juste sur ce statut, parce que dans le statut des cheminots, il y a l'obligation d'être français ou ressortissant de pays de l'Union européenne. Il faut garder ça ou il faut le faire disparaître? Évidemment qu'il faut le garder. Évidemment qu'il faut le garder, puisque de moins en moins de secteurs sont réservés aux Français aujourd'hui. Et l'objectif du gouvernement, comme celui qui l'a précédé d'ailleurs, est de supprimer toute priorité nationale, quel que soit le domaine. Donc une entreprise publique, c'est priorité aux emplois nationaux. Mais ça devrait être partout comme ça. Ça devrait être dans tous les emplois en France. Il devrait y avoir une priorité, évidemment, aux Français. Alors qu'on voit bien qu'avec, par exemple, la directive détachement des travailleurs, on voit bien que l'objectif, c'est d'aller chercher des travailleurs à bas coût, ou avec des charges sociales très peu importantes, pour pouvoir venir les faire travailler. Les travailleurs détachés, au passage, ça a explosé dans notre pays, alors même que M. Macron nous avait vendu que tout cela allait baisser. Je voudrais qu'on vienne sur 3 pays qui font parler d'eux en ce moment. Les États-Unis, Donald Trump annonce une surtaxation de l'acier venant de l'étranger et il dit même c'est une guerre commerciale utile. En tant que Français, ça doit vous inquiéter parce qu'il peut y avoir aussi des conséquences sur l'économie française. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas fait ça, nous, avant, la France. Mais c'est inquiétant, en attendant, c'est inquiétant pour nous. Non, mais écoutez, notre industrie, en l'occurrence, s'est totalement effondrée. Parce que l'Union européenne nous a imposé l'ouverture à une concurrence totale. Mais là, Trump va faciliter l'effondrement. Non, Trump, il est en train de défendre l'industrie américaine. Au détriment de l'industrie française et européenne. Mais au détriment de... c'est pas son sujet. Son sujet, c'est est-ce que c'est bon pour les États-Unis? Non, notre sujet à nous, c'est comment est-ce que nous, on protège notre industrie. En l'occurrence, notre industrie de l'acier s'est effondrée. Moi, je me souviens, encore une fois, je suis allée la rechercher. Le 15 décembre ou le 16 décembre 2015, M. Macron disait... Vous vous rendez compte, on est face à une concurrence extrêmement brutale. 50% de l'acier mondial est aujourd'hui produit par les Chinois qui inondent le marché européen en baissant les coûts. C'est ça qui nous a tués. Ça a tué notre industrie de l'acier. Il faudrait faire comme Trump. Voilà. Parce que, il faudrait faire comme Trump. Mais on aurait dû faire ça depuis bien longtemps pour lutter contre cette concurrence déloyale. C'est un exemple et pour en vous. réalité, mais c'est pas un exemple. Nous réclamons ce protectionnisme intelligent depuis des années. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, l'Union européenne nous interdit de nous protéger, alors même que la Chine et l'Inde, par exemple, et d'autres très grandes nations, eux, mettent en place du protectionnisme depuis des années. Donc on est les seuls idiots du système, en réalité, à ouvrir grand nos frontières et à laisser détruire progressivement des pans entiers de notre économie. Une dernière chose. L'acier, la chaussure, la bijouterie, l'horlogerie, les jouets, on va parler de etc., l'Allemagne avant d'accueillir Cécile Cornudet. Angela Merkel a réussi à créer, c'est tombé ce matin, une nouvelle coalition avec les sociaux-démocrates. Donc un pôle de stabilité en Europe. Vous lui reconnaissez ça, Angela Merkel? Je lui reconnais rien. Elle fait le pôle mondialiste. Voilà, c'est aussi simple que cela. De la même manière que En Marche et les Républicains commencent déjà à se rapprocher. On a vu M. Juppé rejoindre presque M. Macron pour les futures européennes, sans compter le Premier ministre, sans compter M. Darmanin, sans compter tous les dirigeants LR qui rejoignent. Ils sont en train de négocier déjà entre eux les grandes villes, à Marseille, à Paris. Eh bien, elle a mis en place ce pôle mondialiste depuis bien longtemps. Et donc, elle recommence la même opération. Marine Le Pen, on va accueillir maintenant Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, qui est avec nous ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors, vous avez vu cette une du Parisien ce matin, la tentation du départ. Vous en avez encore envie, Marine Le Pen? Oui, j'en ai encore envie. Enfin, certains utilisent la méthode Coué, ils pensent qu'en écrivant 10 fois la même chose, ça va se réaliser. Enfin, je me pose quand même la question, parce que cette guerre médiatique qui nous est menée, là, tous les jours, des papiers à charge, y compris avec des déclarations totalement fantaisistes ou folkloriques. Cette persécution bancaire, cette persécution judiciaire, maintenant, j'ai appris ce matin, cette persécution fiscale. Je me demande, qui est-ce que je terrorise à ce point-là? Le journal du dimanche dit que vous êtes l'objet d'un contrôle fiscal. Sauf que je ne le sais pas. Alors ça pose déjà un problème, mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Vous savez, dans le tableau des persécutions, c'est à peu près le seul truc qui me manquait. Mais la question, c'est qui est-ce que je terrorise à ce point-là?
Voilà. Alors l'Union européenne, ça je le sais, par l'intermédiaire du Parlement européen, l'Union européenne est terrorisée parce qu'elle voit les peuples européens contester de plus en plus fermement les positions qu'elle prend et la politique qu'elle mène. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Suède, c'est vrai au Danemark, c'est vrai dans les pays de Visegrad. Mais en France, qui est-ce que je terrorise comme ça ? Ceux qui pensaient que c'était fini, qu'il n'y aurait plus d'opposition, eh bien, j'ai envie de leur lancer un signal. Je suis là, je continuerai à me battre, quoi que vous puissiez me faire, quelles que soient les persécutions que vous mettrez en œuvre, je suis là parce que moi, je ne me bats pas pour moi, je me bats pour les Français, je me bats pour la France, pour sa liberté, pour sa prospérité, pour sa sécurité. Est-ce que les choses sont claires ? À qui vous adressez-vous quand vous dites ça ? Je m'adresse à ceux qui utilisent les leviers des contrôles fiscaux, de la justice, mais ceux qui sont au pouvoir, je suppose. Car encore une fois, le parquet me poursuit de ses assiduités. Or, le parquet, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas indépendant. Il obéit aux ordres politiques. Donc, évidemment, il y a là une volonté politique. Eh bien, qu'ils ne se réjouissent pas trop tôt. Cécile va aller plus loin avec vous. Marine Le Pen, vous avez été amenée à faire front à ceux qui ont quitté le parti, comme Florian Philippot ou votre père, qui ne digère toujours pas le fait que vous changiez le nom du parti qu'il a créé. Autour de Marine Le Pen, la leader jusque-là incontestée de l'extrême droite, il y a pêle-mêle Laurent Wauquiez, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et Marion Maréchal Le Pen. Alors, pour ceux qui ont un déjeuner et qui veulent poser des questions, posez-les maintenant, car après nous allons nous régaler de bonne viande française. Une dernière question sur Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que vous considérez qu'elle pourrait faire une bonne rivale ? Une rivale de qui ? D'Emmanuel Macron. Conservatives. Média says peu importe ce que disent les médias, c'est vraiment un honneur pour moi d'ajouter ma voix française à cette réunion de patriotes américains. C'est quelqu'un qui a de la conviction, qui sait la transmettre. Elle est jolie, elle est jeune, elle est dynamique. Elle donne une belle image de la France. Elle est dans l'axe traditionnel du Front National. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'aller à la rencontre de ses adhérents et d'expliquer la nécessaire refondation du parti. Le grand chantier de la rénovation que nous avons entrepris est essentiel. Parce que sans refondation, il n'y aura pas de possibilité réelle d'ouverture du mouvement. Avec son congrès, Marine Le Pen voudra aussi faire oublier le passé récent du Front National en changeant le nom du parti, une forme de deuxième dédiabolisation. Je garderai le nom, je garderai le logo. Donc je suis plutôt favorable à garder notre étiquette. On pourra changer de nom ou pas de nom, on sera toujours là, on sera toujours patriote. Marine, je ne saurais trop te mettre en garde contre le risque que comporte une telle innovation. Le nom d'un mouvement, c'est aussi en partie sa substance, c'est son âme, et on n'a pas le droit de l'effacer. Ce serait un suicide politique que de le faire. Le nom d'un parti, c'est son âme, c'est ce que dit votre père ? Non, ce sont les adhérents et les électeurs qui sont l'âme d'un parti, c'est pas son nom. Vous allez proposer la semaine prochaine que le Front National devienne les nationaux, c'est ce que dit en tout cas Gilbert Collard ? Non, pas du tout. Gilbert se trompe, mais je lui remercie de contribuer à cette boîte à idées gigantesque que nous avons ouverte grâce au questionnaire et où beaucoup d'ailleurs d'adhérents ont fait des propositions de noms, dont celui que j'ai choisi de mettre au vote après les nationaux, ça ressemble congrès. trop à les patriotes de Philippot ? D'abord, je n'aime pas cette technique d'appropriation qui a été utilisée en premier par les Républicains, qui consiste à laisser penser que tous ceux qui ne sont pas au parti Les Républicains ne sont pas républicains. Je trouve que c'est malhonnête. Et moi, j'ai une démarche qui est une démarche honnête. Et puis, vous savez, ça participe de ces effets de mode qui, en général, passent très vite et finissent par dater les Donc mouvements. Les nationaux à la trappe. Les mouvements qui s'y sont. Donc les nationaux à la trappe. Non mais vous verrez bien. Enfin, mais ça n'en fera pas partie. Moi, ce que je veux, c'est que le nouveau nom du Front National corresponde à ce qu'il est devenu. Il est devenu un parti de gouvernement. Il n'est plus un parti d'opposition. Aujourd'hui, il vit une grande mutation liée à la grande victoire, quoi qu'on en dise, du résultat électoral du second tour de l'élection présidentielle. 35% des Français, 11 millions d'électeurs. C'est un record historique pour notre mouvement. Eh bien, aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase. La phase où nous devons nous allier, où nous devons nous implanter définitivement et où nous devons gouverner. Puisque tout change, est-ce qu'il faut aussi
commencer à réfléchir à une relève. On voit que vos propos à l'égard de Marion Maréchal Le Pen sont plutôt positifs. Est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de faire, préparer une éventuelle relève? Nous sommes un mouvement démocratique. Je sais que ça n'existe plus quasiment dans la vie politique française, mais en l'occurrence, ce sont les adhérents qui choisissent leurs dirigeants. Voilà. Et pour pouvoir être choisi, il faut se présenter à une élection. Ce n'est pas le cas de Marion Maréchal Le Pen. C'est ce que j'ai fait en 2011, je l'ai fait en 2014, je le fais à nouveau avec une ligne politique claire que je défends depuis plus de 15 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Comment on prépare une relève et avec une solidité, pour la présenter et avec une solidité, encore une fois, qui, je crois, est reconnue par les adhérents et les électeurs du Front National. Donc vous ne préparez pas de relève? Mais j'ai envie de vous dire, il y a énormément de talent. Ça se prépare dans les grandes entreprises, ça se prépare. On forme quelqu'un, on le met en avant. Mais moi, il y a des tas de gens que je veux mettre en avant. Je veux mettre tout le monde en avant. Mais en l'occurrence, personne n'a émis le souhait de contribuer à une relève. Je ne vais pas les forcer quand même. Vous dites donc que vous êtes devenu... Même pour faire plaisir aux Parisiens qui écrivent n'importe quoi, je ne vais forcer personne, en l'occurrence, à se présenter. Vous dites que vous êtes devenu un parti de gouvernement et un parti de rassemblement, qu'aux élections européennes, ce sera des listes de rassemblement, mais avec qui allez vous rassembler? J'imagine que ce ne sera pas avec Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan a l'air de fermer la porte. Avec qui? J'ai dit que c'était mon souhait. Moi, je pense que tous les dirigeants et les responsables politiques doivent prendre conscience que Emmanuel Macron, qui est venu en réalité au soutien de la recomposition de la vie politique, qui a été mis en œuvre par le Front National, il faut quand même le dire, et qui a imposé le nouveau clivage. C'est lui qui l'a incarné, la recomposition. Oui, nous aussi, nous l'avions incarné. Nous avons ouvert la porte et il est passé par la porte que nous avions ouverte. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Le clivage gauche-droite, il saute. Aujourd'hui, c'est un clivage mondialiste nationaux. C'est-à-dire ceux qui veulent faire disparaître les nations et ses protections et ceux qui considèrent que la nation est essentielle. Et du coup, on s'allie avec qui ? Donc, M. Macron est en train de rassembler autour de lui, notamment, une partie des Républicains. Si nous, qui défendons la nation, ne sommes pas capables de nous rassembler pour défendre notre pays, pour défendre notre souveraineté... Avec qui vous demande, Cécile ? Mais nous travaillons à ça. D'abord, un certain nombre de personnes qui, au sein du parti Les Républicains, ne se sentent absolument pas en adéquation avec la tentative d'enfumage de M. Wauquiez. Car M. Wauquiez parle nation, mais au Parlement européen, ses députés européens votent pour les accords de libre-échange, votent pour les sanctions contre la Pologne, votent pour tout ce qui peut contribuer à renforcer l'Union européenne et à effondrer le pouvoir de la nation. Alors tous ceux qui sont attachés à la nation, tous ceux qui ne veulent pas que la nation et ses protections disparaissent, doivent pouvoir nous rejoindre, nous pouvons nous allier à eux. Ça peut dire que vous pouvez vous allier à eux et être, par exemple, derrière une liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan ? Mais je ne sais pas, ça ce sont des discussions que nous aurons d'ici un certain nombre de mois. Mais je suis quand même étonnée qu'on ne cesse de me poser cette question de la tête de liste, de la liste Front National aux européennes. Est-ce que vous savez qui sera la tête de liste d'Emmanuel Macron ? Non, mais Emmanuel Macron, plusieurs personnalités dont Alain Juppé. Est-ce que vous savez qui sera la tête de liste du parti Les Républicains ? Bon, voilà, vous n'en savez rien parce qu'en réalité, c'est beaucoup trop tôt pour lancer ce débat-là. Le vrai débat, c'est celui du projet. Quel est le projet que nous voulons pour l'Europe ? Nous voulons une Europe des coopérations. Nous ne voulons pas une Europe qui emprisonne les peuples. Nous voulons une Europe des libertés, pas, encore une fois, une Europe qui nous impose des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt national, de nos intérêts nationaux. Cécile, merci Cécile d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. Une question, parce que je vous entends taper sur le Journal du Dimanche, le Parisien, vous évoquiez tout à l'heure l'abattement fiscal pour les journalistes. C'est eux qui me tapent dessus, excusez-moi. Est-ce que vous contribuez à ce média-bashing de certains politiques en ce moment ? Est-ce que vous assumez ce média-bashing ? Non, mais il n'y a pas de média bashing. Il y a toute une série de médias qui se tiennent mal parce qu'ils sont entre les mains de puissances financières qui sont ceux qui ont contribué à l'élection d'Emmanuel Macron. Disons les choses comme elles sont. Voilà, les grandes puissances financières ont aidé Emmanuel Macron à être élu et il continue, par l'intermédiaire des médias qu'il possède, à essayer d'influer sur la démocratie. Vous dites la même chose que Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez. Oui, sauf que Jean-Luc Mélenchon, il vient de s'en rendre compte. Il est mignon, si vous voulez, mais il vient de découvrir qu'il y a cette puissance médiatique qui va à l'encontre, bien entendu, des opposants à Emmanuel Macron depuis qu'il en est victime. Moi, ça fait bien longtemps que je le sais. Mais il n'y a pas de média-bashing de votre part, c'est ce que vous dites. Et bien avant, non, il y a un média-vérité. Voilà. À quoi jouent les médias ?
Pourquoi il joue à ça? Ça, c'est un vrai sujet. Marine Le Pen, vendredi soir, il y a eu la cérémonie des Césars qui a été l'occasion pour des actrices françaises d'appeler à la mobilisation contre le harcèlement sexuel et le viol, dans la même veine que ce qui a été initié notamment aux États-Unis. Et on va entendre Vanessa Paradis qui s'est exprimée là-dessus. Ce soir, je porte ce ruban blanc, comme beaucoup d'autres ici, en soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et bien entendu contre les violences faites à chacun. Je trouve ça formidable que les mentalités soient en train de changer, que la parole des femmes soit en train de se libérer et que les hommes entendent qu'il y a des comportements à bannir. Marine Le Pen, est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative? Oui, enfin, je ne trouve pas ça négatif comme initiative. Mais la vraie question, parce que je suis une responsable politique, c'est est-ce que le gouvernement met en place les conditions pour que les femmes qui sont victimes de violences puissent avoir un accès facilité à la justice, puissent éventuellement être logées lorsqu'elles doivent quitter leur domicile en raison. Mais je ne crois pas à cela. Je n'y crois pas. Je ne crois pas, alors que les policiers sont surchargés de travail, qu'ils n'arrivent plus à faire face aux menaces terroristes, à l'explosion des violences, des cambriolages, etc. Je ne crois pas qu'ils aient la possibilité de pouvoir, en flagrant délit, réussir à mettre une amende à quelqu'un qui ne la paiera jamais. J'ai eu l'occasion de le dire à M. Macron par le passé et je persiste et je signe. Mais la vraie question dont je n'entends jamais parler, et ça me pose vraiment un problème, c'est le problème du droit des femmes qui recule dans notre pays en raison de l'immigration massive et incontrôlée, car, disons-le clairement, certains viennent dans notre pays non pas pour y chercher nos libertés, mais pour y amener leurs interdits, et notamment les interdits liés aux femmes. Une dernière chose, Marine Le Pen, un bruit qui court. Vous savez qu'Emmanuel Macron voudrait rétablir les chasses présidentielles à Chambord. Pour ou contre? Je ne commande pas les bruits qui courent. Voilà. C'est pas un bruit qui court, c'est bien entamé. C'est notre bruit qui s'appelle comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, les attaques violentes contre les chasseurs n'ont absolument aucun sens. Les chasseurs ont un rôle important, d'abord de préservation de nos territoires, deuxièmement de surveillance de nos territoires, troisièmement de régulation de la faune. Ce qui est critiquable dans les chasses présidentielles, c'est que c'est réservé en quelque sorte à une élite. C'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron veut les remettre en place. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site France Info, France.tv et le compte Twitter de l'émission. Jamel Mazy arrive pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Il a donné ses tripes, Kevin Mayer, sacré champion du monde en salle de l'heptathlon. Le Français a décroché hier à Birmingham sa 3e médaille d'or en un an. Un Mayer qui offre ainsi le premier podium à la délégation française. Benoît Véran. Kevin Mayer, champion du monde d'heptathlon en salle. Hier soir, le Français, pourtant malade, a remporté sa 3e médaille d'or en un an à l'issue d'une course de 1000 mètres éprouvante. Je me suis arraché comme jamais pour aller la chercher. Je pensais pas finir le 1000 mètres à 50 mètres de l'arrivée parce que mes jambes n'y allaient plus. Et puis chaque appui, je donnais toute ma concentration pour ne pas tomber, pour pousser le plus fort. Avoir une victoire comme ça dans la difficulté, c'est pas mal aussi, franchement. L'heptathlon, c'est une discipline qui comporte 7 sports. Saut à la perche, en longueur, en hauteur, lancer de poids, course, 60 mètres haies et 1000 mètres. Rien que ça. Une des disciplines les plus complètes qui soit. Hier, à Birmingham, Kevin Mayer a bien failli ne pas monter sur la plus haute marche du podium après un saut à la perche manqué. Il a fallu se remotiver après un moment de déprime. Je suis quand même un battant, même si là je parais défaitiste. Si je reviens sur la piste tout à l'heure, ce sera pas pour aller cueillir des fleurs, ce sera pour aller cueillir le Canadien. Paris réussi, le Français termine 4e du 1000 mètres. Suffisant pour finir en tête de l'heptathlon pour 44 centièmes de seconde seulement devant le Canadien Damian Warner. Une véritable performance. Qui de la droite ou du mouvement anti-système 5 étoiles remportera les élections législatives en Italie? Près de 50 millions d'électeurs doivent se prononcer ce dimanche. La droite est donnée favorite, mais le scrutin est particulièrement indécis. La gauche de Matteo Renzi au pouvoir devrait subir un net revers. Reportage de Marc Dana avec Guillaume Le Goff. C'est une journée électorale marathon qui commence à Rome. Comme partout en Italie, ce bureau de vote reste ouvert de 7h à 23h. Comme s'il fallait offrir aux derniers indécis le plus de temps de réflexion possible.
Je n'étais pas très convaincue d'aller voter, parce que ça ne changera rien. Mais je fais mon devoir de citoyenne. Il y a quelques jours encore, j'étais dans la confusion la plus totale. Maintenant, je suis très fière de mon choix. À mon avis, il y aura des résultats trop serrés. Et avec cette loi électorale, le pays sera ingouvernable, faute d'accord. Mais on verra bien. Direction Naples, 200 km plus au sud, où l'abstention pourrait atteindre des taux records, surtout parmi les jeunes. Dans un pays à la population vieillissante, la campagne électorale s'est focalisée sur la santé ou l'immigration. Dans le sud, plus de la moitié des moins de 25 ans est au chômage. Ils se sentent oubliés. Ils ne nous donnent pas la possibilité de nous mettre à l'épreuve. Nous sommes snobés par les hommes politiques. On ne parle pas de notre chômage, mais il est bien là. Les politiques ne parlent que de ce qui les arrange pour avoir plus de voix. Pour ce journaliste napolitain, le vote des jeunes pourrait pourtant être décisif, tant ce scrutin est indécis. Cette situation est une grande frustration pour les jeunes. Et cela se traduit au moment du vote, soit par une forte abstention, soit par un vote de protestation. Des votes de contestation, une abstention importante, un paysage politique morcelé qui rendent tout pronostic impossible. Et on retrouve Marc Dana, notre envoyé spécial en direct de Rome. Bonjour Marc. Est-ce qu'il y a foule devant les bureaux de vote ouverts depuis ce matin ? Oui, bonjour Jamal. Écoutez, il n'y a pas foule, mais autant de monde que d'habitude. Il faut savoir qu'ici, en Italie, on atteint rarement les taux d'abstention records que l'on peut voir chez nous en France. Plus de 46 millions d'Italiens sont appelés aux urnes. Des Italiens qui votent avec peu de conviction. La rupture est telle avec leurs dirigeants politiques qu'ils sont un peu résignés, d'autant plus que ce soir, aucune coalition ne devrait se dessiner pour former un gouvernement. Il faudrait alors organiser de nouvelles élections. Les premières estimations devraient être connues à partir de 23h. Quant aux résultats définitifs, beaucoup plus tard dans la nuit. Direct de Rome. Merci beaucoup Marc. Et pour suivre en temps réel ces élections législatives en Italie, je vous invite à vous rendre sur notre site et notre application France Info. La fin d'une crise politique en Allemagne, elle s'était installée depuis les législatives de septembre dernier. Angela Merkel va enfin former un gouvernement. Les membres du SPD ont validé ce matin un accord d'alliance avec les conservateurs. Accord validé par un vote des militants. Le oui l'a emporté à 66%. Les sociodémocrates qui étaient divisés jusqu'à présent sur la question. Un groupe djihadiste revendique les 2 attaques survenues vendredi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Revendication dans un message envoyé hier par une agence de presse mauritanienne. Le groupe terroriste pour le soutien de l'islam et des musulmans affirme avoir réagi en représailles à une opération française au Mali. Stéphanie Desjard. Il a promis de mettre le Sahel sous la coupe djihadiste. Iyad Ghali, Touareg malien, chef du groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, a revendiqué les attentats de Ouagadougou. Des attaques simultanées contre l'état-major des armées burkinabé et contre l'ambassade de France. Nos 2 pays étaient visés. Le symbole est très fort, ça veut dire que les terroristes essayent de nous diviser. Et c'est évidemment ce qui n'arrivera pas. Le Burkina Faso fait partie des 5 pays engagés dans la lutte contre l'implantation djihadiste au Sahel, aux côtés de la France. C'est ce qui en fait désormais une cible privilégiée des groupes terroristes. Les attentats de Ouagadougou seraient également des représailles contre l'armée française, selon le communiqué de revendication. Le 14 février, au Nord Mali, les forces de l'opération Barkhane ont mené un raid contre ces groupes djihadistes. L'un des lieutenants d'Iyad Ghali, à sa gauche sur cette photo, a été tué. C'est la 2e fois cette semaine que ce groupe fait reparler de lui. Il y a 2 jours, il a diffusé une vidéo de son otage français, le médecin humanitaire Sophie Pétronin, enlevé au Mali en 2016. Retour en France, Dunkerque va-t-il rafler la mise? La fresque de Christopher Nolan au cinéma est auréolée de 8 nominations aux Oscars. La 90e cérémonie se déroulera la nuit prochaine à Los Angeles. En tout cas, la ville éponyme des Hauts-de-France où s'est déroulé le tournage a déjà tiré son épingle du jeu. Une renommée internationale et surtout
des retombées économiques. Lila Affaf avec Flavien Bellouti. Rarement une plage du Nord aura été vue par des millions de personnes. Sur Times Square, à New York, Dunkerque s'affiche sur les écrans géants. Aujourd'hui, le calme est revenu sur la plage de Malo-les-Bains. Mais pour les Dunkerquois, la fierté est toujours aussi grande. Quand on parle de nous, on parle souvent de nous en mal. Et là, pour une fois, il a réussi à mettre la ville vraiment en honneur. Il n'y a pas grand-chose sur la région à part le carnaval de Dunkerque. Donc c'est vrai que c'est pour nous une fierté aujourd'hui de voir que voilà, enfin la ville existe. Une gamme de produits estampillés Opération Dynamo a été lancée à Dunkerque. Et durant l'été, les visites à thème affichent complet. Au total, les retombées économiques du film sont estimées à 9 millions d'euros pour la ville. Durant le tournage, cet hôtel affiché complet, avec des touristes étrangers, mais aussi une partie de l'équipe du film. On a eu l'équipe de tournage pendant pratiquement 3 mois, donc effectivement, puis les gens savaient que M. Nolan était sur Dunkerque, donc ça a un petit côté un peu magique. On va venir voir Christopher Nolan, un Américain à Dunkerque. 400 techniciens, 1500 figurants ont été mobilisés pendant les 3 mois de tournage. Une super production qui valorise l'image de la ville, en France et à travers le monde. J'ai eu des messages d'autres pays, notamment des pays d'Asie, mais beaucoup d'anecdotes aussi, des touristes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui venaient à la fois du Nicaragua ou du Venezuela, ou alors à l'opposé de Corée du Sud, finalement des nationalités qu'on n'avait pas l'habitude de voir à Dunkerque, qui venaient découvrir la ville, évidemment après le film de Christopher Nolan. Le film pourrait remporter 8 statuettes aux Oscars. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, le monde entier entendra parler de Dunkerque. Le combat continue pour sauver l'église de Champagne-sur-Oise dans le nord du Val-d'Oise. Ses défenseurs recherchent des mécènes. Ils lancent un appel à Stéphane Bern à la tête d'une mission gouvernementale pour la sauvegarde du patrimoine. L'animateur organisera prochainement un loto pour restaurer les chefs-d'œuvre en péril. L'église est candidate. Antoine Marguet, Ilioné Schulz. Plus qu'une église du XIIIe siècle, Notre-Dame de l'Assomption est surtout un des joyaux du gothique royal dans la région. Un édifice que tente de sauvegarder une association d'habitants. Elle est parfaitement harmonieuse, elle est très haute, elle ressemble à une petite cathédrale. Et là en particulier, cette poutre de gloire en pierre qu'on ne trouve que très rarement en France. Et puis son clocher, le plus haut clocher du Val d'Oise, avec ses 35 mètres de hauteur. Pour sauver des affres du temps ce joyau, l'association a écrit à Stéphane Bern, chargé par le président de la République d'une mission sur les monuments de France. Elle espère recevoir des fonds avec le loto du patrimoine et il y a urgence. Pour le moment, c'est la mairie qui panse les plaies du bâtiment. Ces dernières années, on a à peu près dépensé 100 000 euros. Ah ouais. Ouais, donc c'est à peu près 15 000 euros par an qu'on doit mettre pour l'entretien de l'église. On entretient, mais on ne rénove pas. Voilà. Pour rénover, ça sera un budget de plusieurs millions d'euros, pour refaire complètement remettre complètement en état cette église, la nettoyer complètement, etc. Car Champagne-sur-Oise n'est pas la seule commune à espérer la manne de cette loterie du patrimoine. Mais ici, il y a un enjeu d'image. En misant sur son église, la municipalité espère faire oublier l'époque où la ville était surtout connue pour sa centrale électrique. Un patrimoine, ça se conserve, donc si vous laissez délabrer un monument, quel qu'il soit, c'est quand même désolant, quoi. Je veux dire, c'est l'image de la commune aussi, quelque part. Le loto du patrimoine devrait avoir lieu en septembre prochain. Pour le moment, Stéphane Bern n'a pas encore répondu aux prières de Champagne-sur-Oise. L'Alsace subit un pic de pollution aux particules fines. Depuis ce matin, des mesures d'urgence sont en vigueur, notamment dans l'agglomération strasbourgeoise. La vitesse sur les routes est abaissée de 20 km/h. Didier Chaumont nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Didier, pour la météo, et c'est plutôt gris, on le voit. Oui, douceur et humidité pour cet après-midi. Donc on voit cette perturbation sur les régions centrales des Hauts-de-France jusqu'à la Méditerranée, avec des pluies plus marquées, plus soutenues sur le pourtour méditerranéen. Prudence en montagne sur les Alpes et les Pyrénées, avec ce risque d'avalanche. On aura quand même de belles éclaircies là sur la façade atlantique. Alors pour demain matin, on va retrouver cette instabilité sur le sud-est et la Corse, avec un ciel assez mitigé vraiment sur les 3/4 du pays. Et puis on aura quand même le retour de très très belles éclaircies, un ciel beaucoup plus lumineux sur le sud-ouest notamment. Alors, la tendance pour la semaine ?
C'est la douceur qui va s'intensifier pour la deuxième partie de semaine. Alors mardi, on a toujours ce ciel très mitigé avec toujours de l'instabilité, des chutes de neige sur les reliefs. Prudence donc pour mardi. Alors mercredi, on a un peu le même scénario avec un ciel un peu plus lumineux sur le sud du pays, sur les régions méridionales. Et puis vendredi, c'est une bonne perturbation avec une remontée encore des températures de 14 à 17 degrés, mais de la pluie. Merci beaucoup Didier, c'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Excellent après-midi. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.